Parlons à présent, Philippe de Villiers, de la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Après les frappes effectuées par les États-Unis et Israël, ça a ouvert un chapitre tout nouveau de l'histoire mondiale. Croyez-vous que la page de l'histoire écrite en 1979 vient de se tourner, comme a pu le penser et même l'écrire Gilles Kepel dans le Figaro? C'était lundi dernier, une page de l'histoire ouverte en 79 en Iran vient de se tourner. Qu'en pense Philippe de Villiers? Je dois dire que j'ai été impressionné par l'article de Gilles Kepel, qui est un maître en la matière. Et je dirais ceci. En fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est peut-être aussi important que la chute du mur de Berlin. C'est ce qu'a dit aussi l'historien Pierre Vermeuren. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est le chef suprême du chiisme qui a été éliminé, et que le chiisme dans le monde, face au sunnisme, c'est une mouvance très importante. Et sur le plan symbolique, cette élimination ne sera pas sans conséquence dans la concurrence, dans la compétition entre les chiites et les sunnites. Ensuite, c'est la fin d'un cycle historique. Parce que, en fait, l'Iran de Khomeini, l'Iran des mollahs, c'est la convergence fusionnelle de l'islamisme radical et du tiers-mondisme anticapitaliste. C'est un précipité cailleboté absolument inimaginable. Et en fait, qui s'est traduit par un séisme civilisationnel avec deux fruits amers pour nous tous. Le premier fruit amer, c'est un État islamiste, pour la première fois dans le monde, un État islamiste qui mobilise une idéologie, l'islam politique, au service d'une cause, la charia, et en récupérant au passage l'utopie socialiste pour la placer sous la houlette coranique. Il fallait y penser. Et ensuite, c'est un État islamiste qui se sert d'un instrument pour gagner le monde, qui est l'islamisme. C'est-à-dire qu'en fait, il fait de l'islamisme un article d'exportation idéologique. Les sunnites comprennent ça tout de suite, et c'est la concurrence qui commence. Les sunnites financent les talibans, c'est l'Afghanistan qui va faire tomber l'Union soviétique. On est en 1989. Et donc, la secousse sismique de l'arrivée de Khomeini, c'est immense. Et le deuxième fruit amer, donc le premier fruit amer, c'est l'État islamique qui propose au monde l'islamisme, avec un certain succès. Et le deuxième fruit amer, c'est l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire qu'en fait, pour la première fois, on a donc en Iran le parti Tudeh, le parti communiste, et les moudjahidines du peuple, et les fils spirituels de l'islamo-gauchisme, c'est Tariq Ramadan et Jean-Luc Mélenchon. C'est d'ailleurs une chose extraordinaire, si vous me permettez de faire un petit ajout, c'est que, en fait, ce que dit très bien Pierre Vermeuren dans un magnifique papier du Figaro, dit, en fait, tous ces gens-là, Mélenchon et les autres, toute la gauche révolutionnaire, leur point de référence et leur ligne d'horizon, c'est la Révolution française. La Révolution française, c'était quoi? C'était la lutte contre le clergé. La phrase de Gambetta, en 1877, l'anticléricalisme
Non, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Et voilà que ces gens... Éric Nolot dit, Mélenchon, en fait, il était enfant de cœur, puis il est devenu anticlérical, maladif, puis maintenant il est redevenu dévot. Il bouffait du curé et maintenant il lèche les babouches des imams. Et donc l'islamo-gauchisme, c'était un composé absolument incroyable qui a fait que la gauche révolutionnaire française s'est détournée de son combat, qui était un combat contre le cléricalisme catholique, pour devenir une bande de dévots qui se mettent sur le tapis de prière au pied de l'ayatollah Khomeini. C'est quand même... Dans la vie, on croit tout voir, mais franchement, on n'a pas vu grand-chose. Lors du Conseil de défense, on va parler d'Emmanuel Macron à présent et de la France, du rôle de la France dans cette guerre. Que doit faire la France ? Emmanuel Macron, depuis une semaine, a convoqué plusieurs conseils de défense, notamment un à la hâte le samedi 28 février, où Emmanuel Macron a reconnu que la France n'a ni été prévenue, ni été impliquée dans l'intervention militaire. L'Europe a été tenue à l'écart des frappes israélo-américaines. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, alors c'est une séquence particulière, publication originale, échangée sur un réseau social qui s'appelle Instagram, avec une enfant qui l'interpelle en disant « Monsieur le Président, vous avez trop ouvert votre bouche », formule employée, et comment vous allez faire pour régler la guerre ? Est-ce que vous pouvez enlever la guerre, s'il vous plaît? Parce que vous avez trop ouvert votre bouche, je trouve. J'ai pas fini de vivre et j'ai pas envie qu'il y ait la guerre. Alors je comprends très bien et j'entends votre inquiétude, mais je voulais être très clair, vous n'allez pas faire la guerre du tout. Et vous allez continuer de vivre. Qu'est-ce qui se passe ? Les États-Unis et Israël ont lancé des opérations militaires en Iran. Parce que l'Iran avait pris des décisions très dangereuses pour tout le monde. Elle développait des armes nucléaires, elle avait des armes qu'on appelle balistiques, elle déstabilisait la région. Et elle avait massacré son peuple. Et en représailles des frappes que les États-Unis et Israël ont lancées, l'Iran frappe toute la région. Alors la France, elle ne fait pas partie de cette guerre. Nous, on n'est pas au combat et on ne va pas s'engager dans cette guerre. Mais qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on protège les nôtres. On a plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes qui sont là-bas. Tous ceux qui veulent revenir, on les aide à revenir en paix et en sécurité. Ensuite, on a des amis, des alliés qui sont frappés par l'Iran. Les Émirats arabes unis, le Qatar, Koweït, la Jordanie. Et là, on les aide, comme un partenaire de confiance, à se protéger. Cette guerre, elle est en train de bloquer une grande partie du commerce mondial, de bloquer du pétrole, du gaz. Donc elle est en train d'augmenter le coût de la vie dans beaucoup d'économies, de créer de l'instabilité. Donc là, de manière tout à fait pacifique, on est en train de se mobiliser pour essayer de sécuriser le trafic maritime. Il y a un tout dernier sujet, c'est le Liban, qui est en même temps aujourd'hui touché, très déstabilisé. On les aide à retrouver la paix et la légitimité, la souveraineté, le calme. Geoffroy Lejeune. Cher Philippe, qu'avez-vous pensé depuis une semaine de l'attitude des pays européens et de celle de la France ? Alors d'abord, on a vu l'Europe. On a vu l'Europe. La diplomatie européenne. Je me souviens de Maastricht. Je parlais de ça à l'instant avec Charles Millon. Mon ami et ministre de la Défense, c'est l'Europe de la diplomatie. Vous savez, on a la diplomatie de sa géographie, on a la diplomatie de son histoire, disait Napoléon. Quand vous voyez l'Espagne, quand vous voyez l'Angleterre, quand vous voyez Merz, chacun part de son côté. C'est vraiment, comme dirait Raymond Barre, chacun tire à dire. Bon. Alors, en fait, il parle à une enfant. Comme dit Catherine Ney, les enfants parlent aux enfants. Il parle à une enfant, il a peut-être oublié de dire qu'il y avait un autre qui parlait aux enfants, c'était Mandon, son amiral, le chef d'état-major des armées, qui voulait envoyer les enfants se faire tuer en Ukraine. Là, il veut les protéger. Bon. Mais si j'avais été avec lui, je lui aurais soufflé à l'oreille, dites-lui donc à cet enfant la phrase de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle parlait de la recette de l'omelette au jambon, de l'omelette au lardon. Elle disait, dans l'omelette au lardon, la poule est concernée et le cochon est impliqué. Pourquoi est-ce qu'il a dit, la France n'est ni concernée ni impliquée. Donc j'ai pensé à ce que disait ma grand-mère. Voilà. Là, on n'est ni à table ni au menu.
on est nulle part. Voilà. Et on ne sait pas ce qu'il veut protéger. Et moi, je vais vous dire ceci. Ce que je ferais à sa place, et tout de suite, il faut avoir l'esprit clair. Premièrement, je sors de Schengen immédiatement. Immédiatement. Et je remonte la frontière. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre zigoto, l'Espagnol, qui fait rentrer 800 000 immigrés. Mais pas que pour ça. C'est qu'on va peut-être revivre la Syrie avec le Wir schaffen das de Merkel, vous vous souvenez? Wir schaffen das. Nous sommes capables de le faire. Nous allons le faire. Bon. Et on a eu des milliers et des milliers de djihadistes qui sont arrivés en France et ça a donné le Bataclan. Donc là, on ne va pas se refaire une rue de Rennes avec le Hezbollah. Parce que ceux qui vont venir, c'est ceux qui seront bientôt des réfugiés. C'est-à-dire s'ils seront chassés, les Hezbollah qui sera chassé du Liban bientôt, et les Iraniens, les gardiens de la Révolution. Et nous, on va se taper les gardiens de la Révolution, qui rentreront par l'Espagne ou par l'Italie. Donc la première chose à faire, quand on est chef de l'État, on protège les Français. Parce qu'il dit protéger, ben allons-y, on protège les Français de France. Deuxièmement, on honore et on respecte nos contrats, nos accords de défense, nos partenariats stratégiques, notamment avec les Émirats arabes unis, puisque on a la chance d'avoir des fleurons inimitables comme Thales, Dassault. Donc on vend à ces pays-là, aux pays du Golfe, on vend des systèmes de défense, des Rafales, des chars Leclerc, etc. Et donc il faut honorer les accords de défense avec eux. Mais surtout, il faut aider le Liban. Et là, la phrase qu'il a eue sur le Liban, elle est absolument incompréhensible, puisque... alors c'est difficile à expliquer, mais c'est assez simple en fait. Qu'est-ce qui se passe au Liban? Au Liban, il y a un président du Liban qui s'appelle Joseph Aoun, qui n'arrive pas à désarmer le Hezbollah. Or, le Hezbollah, il est dans son gouvernement, puisqu'il y a une branche politique du Hezbollah, et le Hezbollah, il est à la Chambre des députés. Et donc, c'est une faute de la France d'avoir fait ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, la France? Elle discute avec le Hezbollah, la France. Macron, il nous trompe. Parce qu'il ne nous dit pas ce que je vais vous dire maintenant, et vous pouvez vérifier. On discute avec le Hezbollah. Pourquoi on discute avec le Hezbollah? Parce qu'on a refusé, nous, la France, de considérer que la branche politique du Hezbollah était un mouvement terroriste. Alors la France, elle dit oui, le Hezbollah est terroriste, mais pas la branche politique. On financieren, comme disait Stresemann. Financieren, voilà. Et la diplomatie qui finasse, c'est une mauvaise diplomatie. Il faut être clair, il faut la clarté et la force. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour le Liban? Premièrement, il faut revoir les flux de l'AFD, l'Agence française de développement, qui vont au sud Liban actuellement et qui vont au Hezbollah, pendant que les Libanais, les Maronites en fuite, ou les Chiites en fuite vers le nord, eux n'ont rien. Donc il faut réorienter les flux. Deuxièmement, il faut donc condamner le Hezbollah en son entier, pas simplement la branche militaire, mais aussi la branche politique. Et enfin, troisièmement, ce qu'a proposé François Fillon, il faut aider l'armée libanaise à désarmer le Hezbollah. Il ne faut pas laisser Israël tout seul. Ce que fait Israël est nécessaire, ce que fait Israël est salutaire. Israël n'a pas l'intention de rester au Liban, mais il faut que la France soit présente. La France soit présente, parce que vous imaginez, enfin, moi j'aime le Liban, j'ai même la nationalité. Vous avez un lien charnel avec le Liban. Comment? Vous avez un lien charnel avec le Liban. Oui. Oui. Fraternel, vous avez même la double nationalité. Oui, moi j'ai vu le Liban, le pays du lait et du miel. Puis après, j'ai vu le Liban sous la férule des Syriens. C'est à ce moment-là que je suis allé là-bas, au Liban, pour faire rempart de mon écharpe auprès du général Aoun, au palais de Babda, avec quelques autres députés français, dont François Léotard. Et puis après, il y a eu les Palestiniens qui ont pensé que le Liban, ça serait leur havre de substitution.
chassé de Palestine, et maintenant c'est le Hezbollah. Et donc la France doit être fidèle à sa mission et à la parole de Saint-Louis. Saint-Louis qui disait « Cette terre de Saint-Maroun est une terre de France ». Et moi je dis ceci ce soir, solennellement, et avec mon cœur de Français profondément attaché au Liban. Dans le temps, on appelait le Liban la France du Levant. Et les Libanais nous appelaient la France du couchant. Et moi, aujourd'hui, je vois que la France du Levant, sans cesse, se relève, et que la France du couchant, trop souvent, se couche. Vous avez parlé de la relation charnelle qu'il pouvait y avoir, et qu'il y a toujours d'ailleurs, entre le Liban, le peuple libanais et la France. Je voudrais qu'on fasse aussi un point historique sur les relations entre la France et l'Iran. La relation entre la France et l'Iran est millénaire. Que retenez-vous de cette relation, Philippe de Villiers ? Alors, c'est une relation ancestrale qui date du plus haut Moyen-Âge, du temps des Francs, des Croisés, des Mongols. Joinville parle d'une entrevue entre Saint-Louis et les Hachichins, la secte des Hachichins, qui venait des confins de la Perse. Et il envoie André de Longjumeau, un dominicain, pour les convertir les Perses. Et en fait, cette relation entre les Iraniens et les Français, non seulement elle est très ancienne, elle est bimillénaire, mais elle est d'une richesse rare. Et quelle est cette richesse ? Je dirais d'abord que c'est une relation exotique. C'est la fascination des Français pour l'Iran, pour la Perse, qui a été parfaitement résumée par les lettres persanes. Comment peut-on être persan ? Et de toute antiquité, les Français se posent cette question, comment peut-on être persan ? Je me souviens de Jacques Chaban-Delmas qui me racontait qu'en 1971, il était au 2500e anniversaire de la monarchie Pahlavi à Persépolis. Et il dit Persépolis, 3 fois, il me dit. Bon, il dit, je ne peux pas vous décrire. Bon, voilà. Donc en fait, cette fascination exotique pour une civilisation qui est plus ancienne que la nôtre et qui porte des fruits pour nous étranges et délicieux. Et puis ensuite, je dirais que c'est une relation hypnotique. Ça va plus loin. Et ce qui me fait dire ça, c'est le roi Soleil, en fait. Le 19 février 1715, oui, c'est bien qu'on ait l'image, elle est magnifique, on voit qui s'incline devant le roi Soleil l'ambassadeur de Perse. Et il va s'approcher du roi de France, et le roi de France va lui dire à l'oreille « Je veux faire honneur aux représentants du plus ancien souverain de l'Orient et du plus grand empereur de tous les empires. » Donc pour Louis XIV, la référence, c'était le Shah de Perse. Et enfin, je dirais que c'est une relation empathique. Et ce qui me fait dire ça, c'est le Shah d'Iran, qui a appris le français, qui parlait un français comme Hassan II, un français parfait, comme sa langue maternelle, qui était profondément francophile, qui venait en France, qui aimait la France, et dont l'épouse, la Faradiba, comme on dit, vit entre les États-Unis et la France. Et d'ailleurs, je me félicite que Éric Ciotti lui a envoyé une lettre pour lui proposer de parrainer une opération qu'il veut faire à Nice, avec une plaque pour les femmes qui ont été massacrées par la République des Mollahs. En fait, vous savez, De Gaulle disait de la Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre. Eh bien, moi, je dirais ceci. La Perse boira le chiisme comme le buvard boit l'encre.
Je voudrais qu'on parle enfin de la gauche intellectuelle qui, du temps de Michel Foucault, a soutenu l'ayatollah Khomeini. Semble gêner d'ailleurs cette gauche intellectuelle aux entournures devant la République des mollahs. Vous qui avez vécu, observé la course de la mouvance progressiste au régime idéal, que vous inspirent les dernières déclarations des incarnations nationales de l'islamo-gauchisme? Je pense que la gauche, elle a deux problèmes majeurs, congénitaux. Le premier, c'est la dissonance cognitive. Oui, la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés à Neauphle-le-Château pour voir le saint de l'islam et ils constatent que ça donne des résultats catastrophiques. C'est ça la dissonance cognitive, c'est la contradiction entre la croyance et le réel. Mais la gauche vit avec cette dissonance cognitive depuis 2 siècles. Et elle renouvelle sa dissonance cognitive avec un bonheur et une gourmandise qui sont admirables. Et le deuxième problème de la gauche, c'est l'oïkophobie. C'est-à-dire qu'elle se déteste, elle déteste sa maison, elle déteste ce que représente la France. Exemple, j'ai vu tout à l'heure un truc incroyable, un discours de Mélenchon qui dit la cathédrale Notre-Dame de Paris n'aurait pas pu se faire sans les Sarrasins parce que c'est l'Orient qui nous a fourni tout, en fait, la manière de faire les vitraux, la manière de calculer les mathématiques, etc. C'est vraiment non seulement la fascination pour l'autre, mais l'idée qu'on n'est rien, quoi, qu'on n'est rien sans l'autre et qu'il faut que l'autre nous remplace. Bon, alors en fait. Vous parlez de pérégriner. Oui, la gauche, elle a pérégriné. Moi, je l'ai vu pérégriner pendant toute mon enfance et ma jeunesse. Donc, il y avait le maoïsme, mais avant, il y avait Staline. Il ne faut pas oublier que l'Assemblée nationale s'est levée 1 minute de silence au moment de la mort de Staline, 1953. Et ils allaient tous là-bas, Après, ils ont changé le but du voyage. Ils sont allés chez Mao. Après, ils sont allés chez Castro. Et puis, tout à coup, ils sont arrivés à Neauphle-le-Château. Neauphle-le-Château, le petit tapis de prière avec le pommier. Et donc, le pays du chêne est allé se prosterner devant le pommier. Ils étaient tous là. Sartre, Simone de Beauvoir, tous les intellectuels français étaient là. Et ensuite, ils sont allés là-bas. Pourquoi ils sont allés là-bas, en Iran? Parce que c'est la France. Alexandre de Marange m'a raconté ça, l'ancien du SDEC, qui était un homme extraordinaire. Il m'a dit, on était tous fascinés par l'ayatollah Khomeini. Et il dit, moi-même, je suis allé là-bas, on est tous allés là-bas parce qu'on y a cru. On a cru qu'il allait inventer quelque chose. L'ayatollah Khomeini. Et donc, la France a affrété un avion d'Air France pour le voyage de l'ayatollah Khomeini quand il a quitté Neauphle-le-Château pour aller, rejoindre l'Iran et gouverner l'Iran dans les conditions qu'on sait. Et moi, je donne un conseil à Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, vous qui êtes un homme cultivé, vous avez des lacunes. Je vous conseille de lire tout ce qu'a écrit Alexandre de Marange sur le sujet, parce qu'il m'a raconté comment, dans les premiers moments, l'éditorialiste du Monde, André Fontaine, disait le monde se retourne vers le divin. Serge Julie expliquait, c'est incroyable, les femmes sont toutes noires, et ça, ce sont des momies vivantes, c'est magnifique, la prière, etc. Ils étaient tous en train de se prosterner, toute la gauche. Et puis tout à coup, ils ont tous fini au gibet là-bas. Donc les Moudjahidines du peuple, le parti Tudé, tous les cocos, etc., au bûcher, au gibet. Ils ont tous été pendus. Et donc en fait, ce qui est en train d'arriver en France aujourd'hui, on est en train de vivre les années 70 en Iran. C'est-à-dire qu'on a cette même convergence fusionnelle de l'islam radical et de l'extrême gauche, mais le jour où il y aura le califat, quand il s'installera en Europe, je pense qu'ils seront tous pendus. Toute l'extrême gauche qui a supporté l'islam politique. Parce qu'il y a une contradiction fondamentale entre leurs deux révolutions.
Il ne nous reste que quelques secondes, Philippe de Villiers, pour vous remercier pour cette émission et l'éclairage que vous nous avez apporté, historique, sur ces 7 premiers jours de guerre entre les États-Unis, Israël, mais également, bien sûr, la République islamique iranienne. Merci beaucoup, Philippe de Villiers.